Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Le 5e round de dialogue interburundais dans le conflit politique burundais qui était prévu du 19 au 24 octobre a été ajourné au 24 jusqu'au 29 octobre. Mako Tchatembele du bureau de la facilitation a expliqué sur son compte Twitter que le facilitateur a voulu faciliter la partie du gouvernement burundais a participé à la commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye. Dr Jean Minani, président de la plateforme de l'opposition burundaise Senared, indique que la justification donnée par le bureau de la facilitation n'a pas raison d'être. Plutôt, Jean Minani trouve que c'est le prétexte du régime de Nkurunziza pour zapper les pourparlers avec l'opposition. Suivez Dr Jean Minani. Les raisons de ce report seraient que le pouvoir de Bujumbura aurait demandé d'avoir du temps de commémorer l'anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye au 21 octobre 2018. Ça sera le 25e anniversaire de son assassinat. Nous, à l'opposition, nous respectons cette date et nous demandons à tous les Burundais de respecter cette date. C'est une date importante dans la vie du Burundais et des Burundais. Toutefois, nous devons savoir que M. Nkurunziza, qui est maître de cérémonie, ne viendra pas à Arusha et qu'il n'y aura qu'une petite délégation qui viendrait à Arusha et que tout ce monde-là qui viendra à Arusha ne doit pas nécessairement être au mausolée de Ndadaye. Ce n'est pas vrai. Si Nkurunziza avait envoyé ses délégués, 3, 4, 5, je ne sais pas quel nombre il va envoyer, et que le CNDD-FDD a envoyé ses délégués, 2, 3 ou 4, je ne sais pas combien ils vont amener, et que les partis qui ont été invités envoyaient leurs délégués, la commémoration se ferait à Bujumbura et se ferait dans tout le pays, et rien ne pourra l'en empêcher. À notre avis donc, nous pensons que ces raisons ne sont pas les véritables raisons. Les véritables raisons est que M. Pierre Nkurunziza et son système ne veulent pas négocier. Ils l'ont montré à plusieurs reprises. Ce n'est qu'une manœuvre dilatoire aujourd'hui. Il a trouvé ce prétexte pour ne pas venir, pour repousser encore. Et il a toujours fait lors des précédentes négociations, lors des précédentes échéances. Il a toujours fait. Il a toujours trouvé un prétexte. Aujourd'hui, il n'a trouvé que ce prétexte pour pouvoir reculer, aller le plus loin possible, pour s'approcher de 2020, le plus possible pour s'approcher de 2020 et aller aux élections seuls. Il ne veut pas que nous puissions nous asseoir ensemble et lui dire toutes les vérités en face, parce qu'ils savent que nous sommes une opposition solide, une opposition faite par des partis, mais aussi des personnalités qui connaissent son histoire, qui connaissent l'histoire du CNDD-FDD et qui n'aura rien à dire, qui n'aura aucun argument de refuser le dialogue et dans ce dialogue, il a très peu d'arguments. Docteur Jean Minani pointe du doigt au facilitateur du médiateur et son bureau qu'il travaille en arrangement avec Pierre Nkurunziza. Encore une fois, suivez-le. C'est pour cette raison que la facilitation ne devrait pas toujours accepter ce genre d'argumentaire, ce genre de raison qui ne tiennent pas. Sinon, la facilitation, en acceptant facilement ce genre d'argument, il est en train de jouer le jeu de Pierre Nkurunziza. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Ça ne sera plus une facilitation neutre, mais une facilitation qui est déjà alignée, qui est en partie prise. Et de ce fait, cette facilitation aurait perdu la raison d'être facilitation. C'est pour cette raison encore que nous demandons la facilitation. Plutôt que d'écouter le gouvernement de facto de Bujumbura, qu'il faut qu'il écoute toutes les parties en conflit, les protagonistes que nous sommes tous, et bien écouter les avis des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes déjà déçus de la manière dont les invitations ont été données. On était en grande discussion parce que nous n'étions pas contents pour qu'on trouve une solution. Parce qu'encore une fois, ce dont nous sommes convenus à Bruxelles lors de la visite de l'équipe de facilitation, notre rencontre, la rencontre avec l'opposition, on s'était bel et bien convenu que si c'est le dernier round comme ils disent, il faut que tous les protagonistes soient invités, soient là. Il faut que ce soit un round le plus inclusif possible, qu'il n'y ait aucun groupe, qui qu'il soit, qui reste derrière, qui reste dehors. Mais nous remarquons malheureusement aujourd'hui qu'il a fait de ce que nous étions convenus et qu'il a recommencé à sélectionner des gens qui ne sont pas acceptés par le pouvoir parce que le pouvoir a peur d'eux, parce que le pouvoir ne peut rien dire devant eux, n'a pas d'argument et de dire non, vous ne viendrez pas.
vous ne viendrez pas, ceux-là viendront, ceux-là viendront. Quelles sont ces négociations où c'est l'un des protagonistes, l'un des négociateurs qui choisit l'autre camp avec lequel il va négocier. Ça serait quelle négociation? Et cela, encore une fois, nous attirons l'attention de la facilitation, de ne pas tomber dans son piège. Parce que s'il tombe dans son piège, le 5e round sera comme les autres rounds. Il accouchera d'une souris. C'est sans doute l'une des raisons du manque du matériel scolaire dans les écoles au Burundi. La police a saisi hier 5 tonnes de livres commercialisés illégalement. Selon le porte-parole de la police, Pierre Moudikié, la rafle opérée hier n'est que le début d'une opération qui se poursuivra partout dans le pays. Il indique que les coupables de ce vol seront sanctionnés. Et sur plainte du ministère de l'Éducation, la police nationale du Burundi œuvra ici à mairie de Bujumbura à opérer la journée d'hier des rafles dans les différentes localités de la capitale et pour saisir les manuels scolaires de différents types, mais aussi des manuels qui ont été volés ça et là. Et elle a abouti à plus de 5 tonnes de livres qui sont en train d'être commercialisés par des individus en violation de la loi à la matière. Et vous savez que les manuels sont commercialisés légalement par des personnes qui en ont l'autorisation, notamment les imprimeries et les librairies. Ils sont les seuls qui sont autorisés à pouvoir commercialiser des livres. Et c'est une opération qui va se poursuivre partout dans le pays, surtout dans les centres urbains. Là où il y a des ouvrages, des livres, des manuels qui sont commercialisés illégalement, eh bien, ces livres vont être saisis par la police et les commerçants vont être appréhendés et traduits devant la justice. Deuxièmement, c'est qu'il y aura une enquête approfondie et qui va aboutir à l'identification des auteurs, de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce trafic illicite des livres, et en l'occurrence une partie du personnel du ministère de l'enseignement même, mais aussi toutes les autres personnes qui seraient impliquées dans ce commerce illicite des livres. C'est une fierté pour tous ceux qui luttent pour les droits des femmes et surtout pour celles victimes des violences sexuelles. Ce cri d'allégresse est de Maître Immaculée Hunja, membre du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Réaction après la réception du prix Nobel de la paix par le docteur congolais Denis Mukwege pour ses interventions en faveur des victimes de viol. Pour elle, grâce à ce prix, le monde accordera désormais plus d'attention à la problématique du viol. Suivez-la. C'est avec grande joie et satisfaction pour nous d'avoir eu cette grande personnalité, cet humaniste, dans un pays voisin et aussi que nous connaissons très bien dans ses interventions, dans ses activités que nous suivons. Donc, ça nous a donné encore beaucoup d'engagement parce que son travail, son engagement a été vraiment mérité en recevant ce prix. Ce prix n'est pas uniquement pour, et comme vous l'avez entendu, ce n'est pas uniquement pour Mukwege lui-même, le docteur, mais aussi c'est pour nous, c'est pour les régions, c'est pour l'Afrique. Et comme je viens de le dire, c'est aussi pour le monde entier. Toujours selon Maître Immaculée Hunja, le travail du docteur Denis Mukwege apporte beaucoup à la sous-région et même à des victimes burundaises. Je vous propose de le suivre encore. Une femme, dans son identité de femme, mais aussi construire la personnalité de la femme pour sa réinsertion sociale, mais aussi à chercher la réparation cette fois-ci internationale pour les crimes qui ont été commis. Donc vous comprenez l'immense apport du docteur Mukwege. Nous héritons et nous avons la chance d'avoir cet homme tout près des frontières des pays où ce genre de crimes sont commis. Les crimes sont commis dans nos pays, les pays que nous connaissons qui ont connu le génocide, au Burundi où ces crimes continuent de se commettre, dans l'impunité totale et dans le déni total. Alors l'apport du docteur Mukwege est immense dans la mesure où, et comme il l'a dit,
je cite, si je me souviens bien, qu'il voudrait que les femmes sachent, les femmes victimes de toutes ces violences, de tous ces crimes, que désormais ils seront écoutés, que le monde sera à leur écoute. Nous savons, mais nous n'avons pas des statistiques, mais nous savons bien, même quand au Burundi, même avant, même après, que tous ces crimes continuent de se commettre. Et nous savons qu'il y a des femmes qu'il a déjà aidées. Rubrique internationale pour clore ce journal. Au Cameroun, l'élection présidentielle s'est déroulée hier. Au pouvoir depuis 1982, Paul Biya était candidat à sa propre succession. Il était en compétition avec 7 autres candidats, dont Joshua aussi, candidat présenté par le Front social-démocrate, le principal parti de l'opposition. Dans les 2 régions anglophones du pays, l'insécurité généralisée a perturbé le déroulement normal du scrutin. Le point avec Thierry Wigilinda-Avzi. Plus de 6 500 000 Camerounais inscrits au scrutin présidentiel avaient dimanche 7 octobre 2018 comme rendez-vous pour élire leur prochain président de la République. Paul Biya, au pouvoir il y a 36 ans, était en lice avec 7 autres candidats. Dans la majeure partie du pays, le scrutin s'est déroulé dans la sérénité. Dans les 2 régions anglophones du Cameroun, où les séparatistes armés avaient annoncé leur volonté d'empêcher le scrutin, une énorme abstention et des violences ont entravé le bon déroulement de l'élection présidentielle. Par crainte d'attaques séparatistes dans certains villages de cette zone anglophone, des bureaux de vote n'ont même pas pu être installés. Dans la nuit qui précède le jour du scrutin, la ville de Kumba, au sud-ouest, un tribunal a été incendié par des hommes armés. La crise sociopolitique de 2016 dans les régions anglophones du Cameroun a lentement dégénéré en conflit armé fin 2017. Pour la première fois depuis 1992, 2 opposants de poids se sont alliés contre Paul Biya, à savoir Akere Mouna et Maurice Kamto. 2 autres candidats peuvent espérer un score significatif. Entre autres, Joshua Ozi, candidat du principal parti d'opposition, Front social-démocrate, et Cabral Libi, le plus jeune de tous les candidats, âgé seulement de 38 ans. Il a fortement mobilisé dans ces meetings, surtout dans la jeunesse. Je vous remercie Thierry Wigilinda-Avzi. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.